Voilà, merci. D'abord, je vais faire une petite photo de vous, parce que ce matin, je suis dans mon lit à l'hôtel, ma fille m'a téléphoné pour me dire « Est-ce qu'on peut déjeuner aujourd'hui ?» J'ai dit « Non, je suis à Paris. » Elle me dit « Pourquoi tu es à Paris ?»« Ah, je vais faire un discours à Paris. » Et elle me dit « Mais personne ne va être là puisque personne ne te connaît en France. » Alors, je vais lui envoyer ça. C'est comme ça des filles, hein? Pas de respect pour le parent. Alors, merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'adore votre langue. Quelle langue fantastique qu'on peut dire à tous et à toutes. Il n'y a pas de traduction. Il faudrait dire en anglais « Welcome to all, brackets masculine, and to all, brackets feminine ». Ça ne marche pas. Et cette question de traduction n'est pas sans importance. Dans la politique et la diplomatie, on a souvent des écouteurs et la voix d'un interprète dans les oreilles. Et je me souviens quand Lionel Jospin était votre Premier ministre, on l'a invité au nord dans la circonscription de Tony Blair et on a fait un petit point de presse dans le jardin derrière sa maison. On nous a trouvé un interprète local et Tony Blair, il a commencé par dire « There are so many reasons I like Lionel, so many positions we agree on ». Et après quelques moments, les journalistes français commençaient à tomber par terre en rigolant, parce que l'interprète les avait informés que notre Premier ministre avait dit du vôtre « J'ai tant envie de Lionel » en beaucoup de positions différentes. Je me rappelle quand je devais décider que faire à l'université, j'avais 17 ans, mon pays, finalement, heureusement, a décidé d'entrer dans le marché commun et ma mère me disait que peut-être le français deviendrait la langue principale de l'Europe. Hélas, pour vous, c'est l'anglais. Pour le moment, toujours la langue du monde. J'accepte que cela n'est pas simplement parce qu'on est le pays et la langue de Shakespeare, Dickens, The Beatles, Harry Potter, mais aussi parce qu'on partage notre langue avec le pays de Donald Duck et de Donald Trump. Et franchement, moi, je préférerais avoir le Duck et non pas le Trump comme président. Merci de m'avoir invité. Surtout, merci de m'avoir fait confiance en me demandant, comme si j'ai les réponses, de poser les questions géopolitiques et d'expliquer tout ce qui se passe dans le monde. What the hell is going on indeed? Don't ask me. Moi qui pensais que mon pays ne voterait jamais pour le Brexit, moi qui étais convaincu que nos cousins américains n'éliraient jamais Donald Trump comme président, moi qui ai donné des conseils au président François Hollande jusqu'au point où il est tombé à 4% dans les sondages. Exactement le même chiffre qu'on reçoit si on pose la question au public « Est-ce que vous pensez que Elvis est toujours vivant ?» Donc, je me mets devant vous avec un peu d'humilité, avec beaucoup d'inquiétude, car tant de choses m'ont troublé au cours de ces 2 dernières années. Que va se passer dans les prochaines années à venir, étant donné le rythme du changement et l'imprévisibilité de tout? J'ai déjà mentionné 2 dossiers lourds de risques géopolitiques, le Brexit et le Donald. Le Brexit qui risque de bousculer les fondements de l'Union européenne, le Donald qui risque de secouer les bases de tout ce qu'il décide de toucher. Le réchauffement climatique sortant des accords de Paris. La Corée du Nord, où son idée de la diplomatie, c'est de tweeter une image du bouton rouge, celui qui l'appuie pour commander un Big Mac,
disant que c'est le bouton nucléaire et se vantant à Kim Jong-un que « mon bouton rouge est plus grand que votre bouton rouge ». Israël-Palestine, où bien sûr, lui, il sait mieux que tous ceux qui ont lutté avec ce problème apparemment irréconciliable pendant des décennies et pense que déménager l'ambassade américaine à Jérusalem, c'est le truc qu'il faut pour obtenir que ces deux parties travaillent ensemble pour la paix. Ce n'est pas évident. Le Brexit et le Donald, tous les jours, tous les deux, ils me font mal au cœur. On se lève le matin, on regarde le portable pour voir quelle folie s'est passée pendant les heures de sommeil. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas dit le mot Trump hier, avant-hier, chaque jour depuis son arrivée à la Maison-Blanche? Moi, j'ai même rêvé de lui. Je suis écossais. Je joue de la cornemuse. Et dans mon rêve, je jouais dans ma salle de bain. Il entre, Trump. Il me commande d'arrêter. Et j'arrête pour lui dire quelques petites vérités. Mais je n'arrive pas à trouver les mots. Mon psychiatre va régaler avec ça. Mais Trump, il n'est pas le seul leader à nous causer des inquiétudes. Poutine, une influence géopolitique qui ne reflète pas la vraie force économique, faiblesse peut-être, de son pays. Le président russe est même devenu un mot courant, comme je l'ai découvert en Afrique du Sud, où on parlait de la poutinisation de l'économie et de la politique. Et bien sûr, j'ai le sentiment que nous voyons des démocraties défavorisées par rapport aux non-démocraties, aux pseudo-démocraties et aux dictatures. Comme il a dit récemment George Soros, l'idéologie dominante dans le monde est le nationalisme. C'est l'Union européenne qui est sur le point de s'effondrer et la Russie, le pouvoir renaissant basé sur le nationalisme. Puis la Chine, qui devient la plus grande puissance économique, dont la taille a doublé tous les 8 années, la croissance à 2 chiffres pendant presque 30 ans. Pas mal, ce système du Parti communiste exploitant le monde capitaliste. Et qu'est-ce que c'est différent? L'état d'esprit du monde aujourd'hui est celui qui a été créé par la chute du mur de Berlin. Ce qui a conduit Francis Fukuyama, politologue américain, à suggérer que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, que la diffusion mondiale des démocraties libérales et du capitalisme libre pourrait marquer le point final de l'évolution socioculturelle de l'humanité et devenir la forme finale du gouvernement humain. Une lecture raisonnable du moment ou l'hubris américain. Je me souviens d'un meeting à Camp David de Tony Blair et George Bush. Et je suis entré dans une dispute avec Dick Cheney, le vice-président, parce que j'ai dit que lorsque les Américains disaient le mot « la démocratisation », de nombreuses parties du monde entendaient un mot différent, « Americanization ». Je me souviens des yeux un peu menaçants de M. Cheney quand il a dit « Nous devrions cesser de croire en la démocratie alors. » C'est ça ce que vous dites. It was not a meeting of minds. Mais on est certain, n'est-ce pas, que tout le monde voudrait embrasser les mêmes systèmes démocratiques que nous. Nous, les Occidentaux, qui ont dominé la politique et l'histoire pendant les siècles, avec l'Empire britannique, la colonisation des Français, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Belges, des Hollandais, des Allemands. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a représenté la fin de la domination européenne du monde, arrive l'hyperpuissance des États-Unis. Et comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on décrit le président américain? L'homme
hélas un homme, le plus puissant du monde. Mais est-ce que c'est vrai? Peut-être que le président Xi de la Chine est encore plus puissant. Il y a aussi la question des entreprises multinationales dans ce monde globalisé. Le monde du business est rapide, international. Le monde de la politique est lente, compliqué, local, des systèmes développés pour une époque du passé. Le rôle de l'État a changé, mais les États, surtout les démocraties, où les électeurs deviennent de plus en plus exigeants et les systèmes de moins en moins sensibles au changement trouvent toujours plus difficile à adapter. Et la grande montée de la Chine représente un changement énorme pour le monde et un défi psychologique pour les États-Unis. Vers la fin du XXe siècle, on a assisté à une véritable américanisation du planète. Mais maintenant, avec la croissance économique de l'Asie, le développement démographique de l'Afrique, la poussée stratégique du monde musulman, la montée non seulement les pays BRIC, mais plein d'autres, et presque tous pas dans l'Ouest. Ce n'est pas la fin de l'histoire qu'on vit, mais la fin du monopole de la puissance occidentale. Et ces pays émergents ne vont pas, comme plus tôt, demander une sorte de permission à l'Ouest pour changer, pour développer, ils vont le faire eux-mêmes. Et si on essaie de créer de nouveau un système de gouvernance mondial, est-ce qu'on arriverait au système qu'on a avec les Nations Unies et nos 5 représentants permanents du Conseil de sécurité? Je ne pense pas. Ce n'est pas la vision de Fukuyama qui a persisté, mais celle d'un autre futurologue, Samuel Huntington, avec son avertissement « Le choc des civilisations ». On voit aussi, avec le style de Poutine, dont on voit des éléments en Turquie, dans certaines mesures en Inde, en certains pays d'Asie, Amérique du Sud, qui devient un peu à la mode d'être antidémocratique. Et c'est inquiétant quand ses admirateurs incluent la Maison-Blanche, ou peut-être l'occupant actuel est un peu jaloux de Poutine. Il voit comment on peut faire davantage, gagner davantage, sans médias libres, sans des juges indépendants ou le scrutin d'un Parlement fort. J'étais journaliste pendant les années Reagan. Je ne peux même pas imaginer comment l'Amérique de cette époque aurait réagi à l'idée que la Russie interférerait dans leurs élections. Mais aujourd'hui, si le président hausse les épaules, bref, pas grave, on s'en fout. Et même à l'époque d'Obama, prenons la Syrie, où Poutine a exploité la faiblesse de l'Occident en fixant une ligne rouge concernant les armes chimiques, sans agir quand il a été franchi, et en tournant maintenant le dos avec l'effet qu'Assad survive, Poutine semble encore plus renforcé. Il y a un livre que j'aimerais vous conseiller, non, pas les miens, dont je vais publier mon 14e la semaine prochaine, un roman au sujet du football anglais. C'est ma manière d'échapper au monde. Mais un livre écrit par un homme qui s'appelle Peter Pomerantsev. C'est un nom avec l'air un peu russe, mais il est britannique. Et son livre s'appelle « Nothing is true and everything is possible ». Rien n'est vrai, tout est possible. Il enregistre les moyens que Poutine a utilisés pour refaire la Russie moderne. Et certains d'entre eux sont utilisés par Trump aussi. Rien n'est vrai. Fake news, faux nouvelles. Tout est possible si vous croyez en moi, que moi. Le populisme est pour moi un défi géopolitique. Le populisme ne consiste pas à être populaire, bien que cela soit nécessaire pour gagner le pouvoir. Le populisme consiste à faire passer l'émotion
et l'opinion avant les faits et la raison. Il s'agit de voir le débat en termes purement idéologiques personnels, avec moi ou contre moi. Pas de zone grise, pas d'espace pour la complexité. Il s'agit avant tout de dire qu'il existe des solutions simples pour résoudre des problèmes difficiles. Et puisqu'on est là, Paris, au cœur d'une Europe définie par les guerres les plus sanglantes, il convient de réfléchir un peu sur la question d'où, selon l'histoire, finit cette approche. Avoir un leader of the free world qui ment aussi facilement que Trump et qui s'intéresse si peu au reste du monde, America first. Brexit ayant été gagné aussi par des mensonges, le menteur en chef, ensuite promu à la position de ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas un paysage politique trop sain. Il faut faire attention. Et là, sur le digital, la révolution technologique dont a parlé Xavier, je ne sais pas si ces changements dans le domaine d'information, de la communication, aident ou entravent la réalisation des grands défis de nos jours. Au début, j'ai accueilli l'Internet, les réseaux sociaux, une voix pour tous. Je pensais qu'il serait bien de voir s'effondrer les anciens monopoles médiatiques. Mais avec Facebook, un égout de désinformation, Twitter, une mer d'abus, et l'espace de débat réel se rétrécissant par opposition à des hurlements totalement polarisés, il ne fonctionne pas exactement comme je l'espérais. Et puis avec le groupe GAFA, ces géants de la modernité, n'y a-t-il pas un danger qu'on a remplacé de vieux monopoles médiatiques avec de nouveaux oligarchies technologiques encore plus puissants? Bien sûr, ils nous donnent ce que nous voulons, mais ils prennent beaucoup de nous aussi. Et bien qu'ils aient davantage de pouvoir que pas mal d'États, ils opèrent sans les mêmes responsabilités, les mêmes comptabilités et sans payer assez de taxes. Et puis, si on agite cyberbullying, les cyberguerres, le débat sur le climat, qui devrait être un débat scientifique, mais qui est devenu, comme tous les autres, un débat politique, droite-gauche polarisé. Et je n'ai même pas parlé du terrorisme, de la prolifération nucléaire, l'immigration, la menace des États faillis et la responsabilité de la communauté internationale de les reconstruire. Et cette expression, la communauté internationale, signifie elle-même quelque chose aujourd'hui, moins qu'avant. Pourtant, avec tous les défis qui nous confrontent, nous en avons besoin plus que jamais. Moyen-Orient, l'Iran, Saoudi, Yémen, l'Afghanistan, l'Inde, Pakistan, Myanmar, l'Ukraine, la Chine, Taïwan, la mer de Chine, le Tibet, le Soudan, Daesh, Boko Haram. Il ne manque pas de crises potentielles. Plus près, toujours la Grèce, la Catalogne et le Brexit. Faites attention à l'Irlande et la paix là-bas. Encore des pressions sur nous et sur l'Union européenne. Alors, où est-ce qu'on peut regarder pour un peu d'optimisme? Moi, je commence avec la passion de la génération de mes enfants. Nous sommes mieux éduqués. En fait, nous nous tuons moins dans la guerre qu'à d'autres périodes de l'histoire. Nous sommes en meilleure santé. Nous vivons plus longtemps. Si l'Internet aura une signification plus durable que la plupart des développements politiques de ces dernières années, peut-être que cela sera l'époque non pas de Trump, mais l'époque où l'on trouvera des remèdes pour tous les cancers majeurs. Qui sait? Nous devons trouver de l'espoir, quelque part, dans cette marée de désespoir. Mais je trouve aussi de l'optimisme dans d'autres leaders. Pas loin de Trump, un peu au nord, avec Trudeau. Pas loin d'ici, Macron. Macron, il avait 16 ans quand j'ai commencé mon travail avec Tony Blair. Cela me fait sentir vieux, mais aussi jaloux. Que ce soit la France et non pas la Grande-Bretagne qui a cette énergie que le changement politique et le leadership dynamique peuvent apporter. Tandis que chez moi, en ce moment, hélas. Pendant des années,
Les Français m'ont demandé « Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver notre Tony Blair ?» Et maintenant, vous avez Macron. Et partout dans le monde, on demande « Où est notre Macron ?» Nous avons Theresa May. Et personne ne demande « Pourquoi nous ne pouvons pas trouver notre Theresa May ?» Peut-être vous connaissez l'histoire du diplomate français qui a dit à notre ancien Premier ministre, Lord Palmerston, « Si je n'étais pas français, je souhaiterais être un Anglais. » Palmerston a répondu, « Si je n'étais pas Anglais, je souhaiterais être un Anglais. » Franchement, ces derniers mois, moi, j'ai souhaité être Français. Nous, les Britanniques, nous quittons une union qui a été une grande partie de la paix et la prospérité dont on jouit notre génération. Nous risquons de devenir plus faibles, plus pauvres, et nous le faisons pour de mauvaises raisons. Nous avons décidé de faire de l'Europe le moteur de la responsabilité des problèmes d'inégalité, de la perte de contrôle sur le rythme des changements, en grande partie une conséquence de la crise financière mondiale et la globalisation. Aujourd'hui, toutes les pressions nous poussent vers la tactique, quand la réponse devrait être la stratégie, de rester concentré sur les défis à long terme nécessitant des solutions à long terme. Macron essaye de le faire. Trump, avec ses 3 chaînes de télévision dans sa chambre. Macron qui insiste qu'il ne va pas être le président BFM, et il a raison. Il va dire, quand il le décide, des choses que l'on pourrait penser impopulaires devant les caméras. Il les dit et pourtant ça marche. Trump, Brexit, le modèle électoral, c'est l'exploitation de la peur et la colère. Les populistes surfent sur cette colère, exploitent ces peurs. Ce que Macron a compris, c'est qu'il n'y a qu'une seule réponse sérieuse, non pas à traiter par le mépris des inquiétudes qui sont légitimes, mais à expliciter des solutions qui pourraient véritablement améliorer le sort de la population. Paris Merkel, dans son traitement de la crise des réfugiés, pas populaire, ni populiste, mais juste, puni dans les élections, un peu, mais toujours là. Pas facile, ce leadership. Faire un 4e mandat sera un succès extraordinaire pour elle. Quant à Macron, la France est un pays très difficile à gouverner. Ses habitants votent pour le changement et puis ont une tendance à se rebeller lorsqu'ils sont confrontés au changement de pratique. Mais j'ai confiance. Je l'ai rencontré, il a quelque chose de très spécial, une confiance en soi remarquable. Et lui, il dit, et ça je vois aussi dans mes enfants, il faut être pessimiste pour analyser la réalité, mais optimiste quand il s'agit d'agir. Et lui, il donne raison d'être optimiste. L'Europe va pas mal. Elle est censée défendre des valeurs auxquelles on tient. Merkel, expérimentée, déterminée, Macron qui a cette énergie, une idée claire de l'objectif et une volonté sans limite peuvent faire avancer l'Europe. Et que c'est une Europe qui avance qui est la solution aux problèmes actuels. Une Europe qui défend des valeurs, la rémunération correcte du travail, un minimum de partage des richesses, une fiscalité plus juste, des lois sociales qui protègent les citoyens contre les aléas de la vie et défend l'environnement. Une Europe qui tente de faire partager ces valeurs. Je crois que seule l'Europe a la capacité de prendre un vrai leadership. C'est une tragédie que mon pays tourne le dos à tout ça. Macron et Merkel sont complémentaires. En plus, ils ont l'avantage d'avoir 2 repoussoirs, Trump, Poutine. On ne veut la plupart ni de l'un ni de l'autre. On veut d'une communauté d'États qui ont de vraies valeurs et une économie saine qui défend la préservation de la planète. Beaucoup reposent sur lui et sur elle. Assurément, pour votre président, le plus dur est à venir.
mais nombreux sont ceux qui, dans le monde, empruntent la même direction et veulent qu'il réussisse. Et vraiment, avec tous les défis et les problèmes que j'ai décrits, il le faut. Merci à tous et à toutes.